Bonjour à tous et bienvenue. L'histoire récente de notre pays a connu des crises sociopolitiques essentiellement dues aux élections présidentielles. Pourtant, la Côte d'Ivoire, considérée comme une terre d'asile, est riche de sa diversité culturelle, confessionnelle et idéologique, avec plus de 60 ethnies, pour une population estimée à plus de 26 millions de personnes et 130 partis politiques. Mythe ou réalité, la réconciliation nationale est prônée par tous, les acteurs politiques et les populations. Mais comment faire pour y parvenir? C'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Notre reporter Aruna Koné a interrogé les populations sur leur perception de la paix et la réconciliation nationale. Écoutons-les. Pour qu'il y ait la réconciliation en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on se parle franchement. On se parle franchement parce que si on ne se parle pas franchement, on aura toujours des problèmes. Parce que, en fait, tant qu'on va se mentir, on ne va pas se parler franchement, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait la paix ici en Côte d'Ivoire, il faut que les gens libèrent tous les prisonniers qui sont en prison. Les prisonniers actuels qui sont en prison, il faut que le gouvernement libère tout le monde. Parce que c'est ça qui bloque. Le président Gbagbo doit venir en Côte d'Ivoire. Soro Diom et tous doivent venir pour qu'ils s'attendent, pour que tous s'assoient et puis s'attendent. Pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, les politiciens doivent se mettre ensemble, ils doivent se souder, être eux-mêmes d'accord. Ils doivent être d'accord, s'unir, faire les choses ensemble, ne pas dire que telle personne est de telle ethnie, telle personne est de tel groupe ethnique. Être soudés entre eux-mêmes d'abord, pour nous, la population, pour eux-mêmes aussi. Parce qu'on est fatigué des guerres, tout et tout, on a traversé trop de choses. Donc vraiment, on doit pardonner, se mettre, pardonner vraiment, pour être ensemble, pour que le pays avance, pour avoir une Côte d'Ivoire durable. Pour avoir la paix en Côte d'Ivoire, il faut que les fils de Côte d'Ivoire, les programmes de Côte d'Ivoire, entre nous, on doit s'aimer d'abord. On doit s'aimer, on doit laisser les intinis, Doula, Bété, Guéré, on doit se donner la main pour que la paix vienne en Côte d'Ivoire. Pour le moment, le Côte d'Ivoire est bien développé, le Côte d'Ivoire est bien construit, mais ce que nous fatigue, c'est entre nous-mêmes les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est entre nous-mêmes, on se fatigue, entre nous-mêmes les jeunes, on se fatigue, les intinis, on se fatigue après les religions, donc on se donne la main pour que la Côte d'Ivoire, que ça va évoluer, ça va être de l'avant encore. Et puis le président a essayé de voir pour les jeunes aussi, à propos de travail, pour faciliter le travail aussi dans le pays. Pour la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire, bon, moi, à mon avis, ça veut dire que le pouvoir en place et l'opposition doivent faire des sacrifices. Même nous-mêmes, les jeunes qui sommes en Côte d'Ivoire, nous devons faire des sacrifices. Mais les sacrifices qu'on doit faire, chacun de nous, ça veut dire que, bien vrai que nous devons faire des sacrifices, mais on doit se dire la vérité aussi. Droit dans les yeux, pour se dire la vérité, et après cela, puis maintenant, on pourrait faire des sacrifices. Quand on regarde aujourd'hui, il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire, ça ne nous arrange pas parce que nous sommes tous des jeunes qui doivent se donner la main pour pouvoir progresser. Il faut jeter ce qui est passé derrière pour pouvoir, aller avancer avec la paix. Au moins, la réconciliation, elle est possible, à condition que les politiciens se mettent à la disposition du peuple et écoutent aussi le peuple, écoutent la voix du peuple. Parce que le peuple aussi a un message à lancer, à donner. Le peuple aussi a une manière aussi pour faire comprendre aux politiciens leur mécontentement. En 2010, une crise post-électorale a opposé les camps des présidents Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Résultat, 3000 morts en 6 mois. Ces exactions ont créé une déchirure sociale et psychologique encore prégnante dans le pays. Plus près de nous, les événements survenus lors de la dernière élection présidentielle, on dénombre 84 morts et plus de 485 blessés. Alors, comment parvenir à une réconciliation nationale durable en Côte d'Ivoire? Quel pourrait être le rôle des acteurs politiques, des populations et de la presse dans le processus de réconciliation? On en parle avec Wakili Alafé, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, bonsoir. Docteur Faye Gabriel Essechi,
premier vice-coordonnateur de la Convention de la société civile ivoirienne, la CSCI. Merci, Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous n'aimons pas le mot président parce que ça entraîne des problèmes. D'accord. Nous sommes coordonnateurs et c'est bon comme ça. C'est noté. Merci de la précision. Le docteur William Agblonon, politologue, bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et Aristide Kenda, éditorialiste, bonjour et merci d'être présent. Bonjour ma Fatim. Alors, messieurs, je voudrais m'appuyer sur le professeur Duncan Marot pour lancer notre entretien. Il définit la réconciliation comme le rétablissement d'une relation qui inspire suffisamment de confiance pour ne plus diffuser. Et force est de constater que le concept de réconciliation s'impose dans la gestion des conflits et constitue l'objectif à atteindre maintenant. Quels sont, selon vous, les enjeux de la réconciliation nationale pour un État? Docteur Agblonon. Alors, la question de la réconciliation nationale est fondamentale pour tous les États. Ce n'est pas seulement ceux qui sortent de situations de crise comme on le pense, mais elle l'est davantage évidemment pour les États qui sortent de situations de conflit parce qu'en réalité, c'est une thérapie collective. Donc, c'est une cérémonie réparatrice au travers de laquelle on réinvente le vivre ensemble. Donc, on repose de nouvelles bases pour un vivre ensemble plus harmonieux. Donc, elle est fondamentale aujourd'hui parce que c'est même l'essence de l'État. L'État existe parce qu'il faut créer de l'harmonie dans le vivre ensemble. Donc, dès lors qu'il n'y a plus d'harmonie, on est obligé de la chercher parce que c'est la vocation de la société. On est en société parce qu'on veut vivre heureux. Donc, il faut à chaque fois recréer le lien social. Et c'est à ça que c'est la réconciliation nationale. C'est le fondamental enjeu. Vous partagez cette vision, Monsieur Fayet? Bien, sur le plan théorique, oui, mais vous savez, la réconciliation ne peut venir que lorsque les protagonistes ont quand même encore un peu d'amour pour leur prochain. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à mon avis, et dans tous les autres pays aussi, où il y a des litiges post-électoraux, c'est que petit à petit, l'amour a fui du cœur des hommes et s'est installée la haine. Vous voyez, après ce qu'on a vu, ou des atrocités qu'on a vu des gens exercer sur leurs frères humains, on se dit qu'il n'y a plus d'amour. Voilà. C'est une question d'ordre, on va dire, spirituel et émotionnel à vous écouter. À mon avis. L'amour, oui, à mon avis. C'est noté. Docteur Alafé, quel est l'enjeu de cette réconciliation pour une nation? Je ne suis pas docteur. Non, l'enjeu, c'est de parvenir à créer la cohésion sociale, la paix sociale, de sorte à ce que l'activité politique, l'activité économique, l'activité culturelle, l'activité sportive et l'activité sociale, voilà, l'ensemble des activités dans un pays puissent se mener. L'activité économique, c'est que le transporteur puisse faire son travail. L'activité économique, c'est que le fonctionnaire puisse aller au travail, l'agent du privé puisse le faire, le paysan dans ses plantations puisse travailler et que lorsque la récolte est faite, elle puisse être transportée et qu'il y ait une liberté de circulation pour tous. C'était l'enjeu de la réconciliation. Pouvoir vaquer à ses occupations. Oui, la paix sociale, la cohésion dans un pays, la tranquillité, ce qui ne signifie pas que en termes de compétition économique, en termes de compétition politique, en termes de compétition sportive et culturelle, il y a des adversités, il y a des tensions, il y a des affrontements, que les artistes se lancent des défis, qu'un club de football en Côte d'Ivoire comme l'ASEC batte l'Africa, que les supporters de l'Africa disent on est les meilleurs, qu'il y ait des clashs entre artistes. Mais c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Mais pourquoi lorsque la compétition intervient en politique? Même en économie, ça existe, des banques font la concurrence. Mais pourquoi, lorsque la compétition intervient en politique, l'adversité intervient en politique, ça devient violent? C'est là que le problème se pose. Sinon, il y a de la compétition partout, il y a de l'adversité partout. Le problème, c'est lorsque elle intervient en politique et qu'elle dégénère. Oui, Fatim, au début de l'émission, tu as cité un auteur. Je vais en citer deux autres. Mais avant, je voudrais dire qu'on se réconcilie quand on a eu des
voilà, c'est deux personnes, bien couple, dans une famille, l'homme et la femme, ils sont en difficulté, après ils se réconcilient. Et là, il faut rechercher ceux qui se réconcilient. Qui se réconcilie avec qui. Et la meilleure réconciliation commence par soi-même. Et je crois que c'est un journaliste allemand qui s'appelle Ulrich Vickers, qui est né il y a 78 ans au Japon, qui dit qu'il faut d'abord commencer par se réconcilier avec soi-même et que cette réconciliation se trouve bien sûr dans le souvenir. Et peut-être on reviendra au souvenir. Et dans le même temps, Diderot dit, lorsque les haines ont éclaté, toutes les réconciliations sont fausses. Ce qu'il faut combattre, parce que ce que nous faisons depuis le début, c'est l'enjeu ici, c'est d'éteindre le feu et non dissiper la fumée. Parce que lorsque vous éteignez le feu, la fumée se dissipe d'elle-même. Parce que la démarche doit être causale. On va en parler des liens de causalité avec les acteurs politiques les plus prédominants de l'histoire du pays. Mais le concept de réconciliation nationale est-il dissociable des notions comme la justice, la vérité, le dialogue, voire les concessions? Souvent, ce triptyque qu'on présente dans les États, on parle de réconciliation, de vérité, de justice. Et j'aimerais qu'on s'attarde tout particulièrement sur la notion de justice. On a l'impression que ce terme dépeint, selon l'interlocuteur, des réalités différentes. Pour être très concrète, est-ce que les actes posés, comme les amnisties, les grâces présidentielles, est-ce qu'elles participent à apaiser la situation ou est-ce un déni de justice, comme le disent souvent certaines victimes à ce sujet? Oui, du point de vue politique, ça peut paraître des actes d'apaisement, mais en réalité, dans le fond, ce sont de mauvais exemples. Ce sont de mauvais exemples et il faut avoir le courage de le dire parce que les amnisties nous ramènent dans ce que le professeur Mamadou Koulibaly a appelé avec beaucoup d'ironie la société à irresponsabilité illimitée. Société à irresponsabilité illimitée. C'est-à-dire, on cautionne l'irresponsabilité des uns et des autres et c'est de façon illimitée. On nous dit que c'est le prix à payer pour la paix, mais en réalité, ça ne nous donne jamais la paix. Parce que d'une amnistie à une autre, il y a de nouvelles violences, il y a de nouvelles victimes, et on fait une nouvelle amnistie, et puis ce n'est jamais suffisant, et ça crée le lit aux violences à venir. Parce que, à quoi avons-nous assisté? À des situations où des gens découpent des jeunes, et puis ils se filment, ils mettent ça sur les réseaux sociaux, ils jouent avec. Des gens ont des machettes, ils coupent des arbres, ils se filment et puis ils mettent sur les réseaux sociaux. Mais croyez-vous que si les gens étaient convaincus que ça ne resterait pas impuni, qu'ils rendraient compte un jour, croyez-vous qu'ils feraient cela? S'ils étaient convaincus que ceux qui leur ont dit de faire ça, si leur combat marche de part et d'autre, ne vont pas les protéger et empêcher qu'ils rendent compte, est-ce que vous croyez qu'on ferait ça? Moi, je ne suis pas pour ces amnisties. Je l'ai dit dans des écrits antérieurs, à des conférences. Même si elles peuvent apaiser la situation? Ça n'apaise pas durablement la situation. Est-ce que c'est pas un risque? Ça crée le lit de violence future. Ça n'apaise rien. C'est pas un risque à payer? En réalité. Alors, moi, je pense que l'amnistie est une mesure qui peut conduire à la réconciliation. Vous comprenez? Il y a eu un conflit, ou bien même dans une famille. Dans une famille, il y a un conflit. Et les gens sont en colère les uns après les autres. Et le père de famille, qui a été obligé de prendre des sanctions, si à un moment donné, il intervient pour dire, bon, écoutez, nous savons que vous tous, vous avez fauté. Vous avez tous fauté. Alors, ce que je fais, je réduis votre peine, votre sanction, ou j'annule carrément votre sanction. Nous allons repartir sur de nouvelles bases. Vous pensez que les gens ne vont pas venir à de meilleurs sentiments
Mais est-ce que cet exemple est transposable à une nation? Parce que là, vous parlez du cercle familial qui est quand même très intimiste, qui est le noyau. Non, voilà. Écoutez. C'est l'aspect nucléaire. Écoutez. Tu vas faire tourner la parole. Si notre ami a dit que la réconciliation part d'abord de l'individuel lui-même. Si vous voulez être réconcilié avec quelqu'un, il faut vous réconcilier avec vous-même, déjà. Parce que si vous n'avez pas de paix intérieure, vous ne pouvez pas l'exporter à une autre personne. Voilà. Donc, quand je parle de réconciliation familiale, ça part de là. Si une famille est réconciliée, elle se réconcilie avec la famille de dehors et les ethnies se réconcilient entre elles et toute la nation va se réconcilier. Parce que ce que vous ne savez pas, les politiciens auxquels les populations s'identifient et pour lesquels ils sont prêts à aller agresser d'autres, eh bien, ces politiciens, eux aussi sortent de famille, ils sortent d'ethnie. Voilà. Docteur Abounon. Oui, non, je pense que c'est beaucoup de débats en même temps parce que, au fond, la question de la réconciliation nationale peut engager plusieurs démarches dans la justice. Donc, on essaie d'identifier les acteurs des problèmes qui sont survenus. Et puis, on peut aussi pardonner. Donc, on pardonne. Et puis, ou bien, alors, comme on l'a vu en Afrique du Sud, je crois que c'est le modèle type qui a été transposé dans beaucoup d'autres pays après, c'est justice, pardon, vérité et puis réconciliation. Mais au fond, tout ça est basé sur deux postulats. Le premier, c'est qu'on s'entend pour dire s'il y a eu autant de problèmes, nul ne peut dire qu'il n'a aucune part de responsabilité dans tout ce qui est arrivé. Parce que ce serait trop facile de jeter le tort sur quelqu'un et de le mettre en prison. Donc l'idée d'amnistie derrière, au fond, ce n'est pas nécessairement de l'impunité, mais c'est aussi une prise en compte de la responsabilité collective. C'est de dire, et c'est d'ailleurs pourquoi cette justice ne va jamais sans l'autre concept qui est celui de la vérité. Parce qu'en réalité, chacun vient exposer sa part de responsabilité et on essaie de comprendre les motivations réelles de celui qui a posé l'acte. Donc, au fond, la justice, ce n'est pas nécessaire, ou du moins des mesures, entre guillemets, de pardon, ne sont pas nécessairement de la faiblesse de l'État, c'est encore moins de l'irresponsabilité absolue. Enfin, au contraire, c'est beaucoup plus de la responsabilité que de dire, bon, puisqu'on veut avancer, pour avancer, il faut à un moment donné faire des concessions. Et ces concessions, parce que généralement, la justice punit, mais on n'est jamais sûr que tout le monde est puni. Donc, à un moment donné, il faut avancer. Fatim, quand j'ai pris la parole tout à l'heure, j'ai parlé de la réconciliation avec soi-même, mais qui se trouve bien dans le souvenir. Ce que tu poses comme question, Fatim, se retrouve dans un ouvrage sorti en 2017 par deux sociopolitistes françaises, Sarah Gasburger et Sandrine Lefranc. Parce qu'elle pose la question justement, à quoi servent, c'est le titre du livre, à quoi servent les politiques de mémoire. Ce dont tu parles, et ce dont tu parlais tout à l'heure, docteur William, c'est les commissions vérité, réconciliation, justice, ainsi de suite. Mais justement, c'est la seule méthode, c'est la seule théorie qui n'a jamais eu une évaluation. Au point où ces deux sociopolitistes françaises sont arrivées au point de dire que est-ce que les leçons du passé nous servent? Et elles ont donc proposé qu'on fasse plutôt une réorientation sociale au lieu de continuer de réformer des gens qui, du jour au lendemain, vont se dédier. Et on l'a vu en Côte d'Ivoire, des gens qui, il y a 20 ans, disaient des choses. Parce que la réalité, c'est quoi? Pourquoi est-ce que dans tout ça, on parle de vérité? Même quand un avion crash, on cherche la boîte noire parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé. La vérité, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ce sont les politiques d'incitation à la haine qui conduisent toujours à ce genre de pratique. Et donc, pour qu'il y ait une vraie réconciliation, comme je l'ai dit au début, il faut éteindre le feu pour que la fumée se dissipe d'elle-même. On va parler de la responsabilité à la fois des personnalités politiques et des populations dans ces différentes crises. Pour essayer d'en comprendre l'origine, monsieur,
je ne sais pas si on peut le dater exactement là, vous allez me donner votre avis, mais on a constaté que vers la fin du règne du président Félix Houphouët-Boigny, dans les années 90, la Côte d'Ivoire a connu des soubresauts liés au passage du parti unique à un régime multipartisan. Et à sa mort, le pays entra en crise. Est-ce que la situation que nous vivons, c'est-à-dire à travers ces crises successives, n'est pas le fruit d'une terrible guerre de succession que se livrent certains acteurs politiques et militaires depuis des décennies en Côte d'Ivoire? C'est pas, on a pu faire le lien. Le président Gbagbo, lui, il avait dit c'est la guerre des héritiers d'Houphouët. Mais moi, je pense que cette étape-là est passée. Il y a d'autres enjeux aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a des inimitiés entre ses principaux leaders, mais ce n'est pas ça le moteur de la crise. C'est les ambitions normales des uns et des autres. Parce que Houphouët va passer, il y aura après une crise de l'après-Ouattara. Aujourd'hui aussi, on est dans la crise de l'après-Gbagbo, qui, au niveau de l'État, a vu l'arrivée du président Ouattara, et au niveau du FPI, on a vu ce que ça a donné comme tension. L'après-Bédié aussi pourrait créer des problèmes au PDC. D'ailleurs, l'après-Houphouët, au-delà de l'état de cette crise-là et de ces violences, on a vu ce que ça donnait au niveau du PDCI. Le FPI était déjà sorti du PDCI quand Houphouët était là. Et après, Houphouët-Boigny, Bédié est venu, il y a eu l'UDPCI avec Guéhi, il y a eu le RHDP, et puis bon, il y a d'autres qui sortent. Donc on ne peut pas aujourd'hui, 27 ans après, réduire la crise encore à une crise une guerre de succession du président Houphouët-Boigny. C'est vrai que c'est des acteurs de la période d'Houphouët-Boigny, sont des contemporains du père fondateur. Gbagbo Laurent fut son adversaire, Alassane Ouattara fut son collaborateur, le président Bédié fut aussi son collaborateur, Guéhi Robert a disparu, mais quand on regarde, même des gens qui ont 50 ans aujourd'hui, ils étaient contemporains du président Félix Houphouët-Boigny. Donc, ils ne sont peut-être pas dans la succession, mais ils sont contemporains, et on ne peut pas donner l'impression que c'est quelque chose qui date de 100 ans, et c'est l'effet de la période Houphouët qui continuerait. C'est une ambition normale entre les uns et les autres. Le drame, c'est que ça prend des formes de violence extrême dont il faut de plus en plus chercher à sortir. Docteur Ablenon, vous pensez aussi que cette temporalité ne justifie pas, n'explique pas les crises successives que rencontre notre pays? Je pense que c'est un mélange de situations de crise, parce que le président Houphouët-Boigny disparaît à un moment où la Côte d'Ivoire commence l'expérience du multipartisme. Et le multipartisme en lui-même est déjà une épreuve pour les démocraties naissantes en Afrique au début des années 90, surtout pour un pays qui n'a pas eu la chance de faire, entre guillemets, sa crise d'adolescence comme l'ont connu les autres États qui, juste après les pères fondateurs, se sont englués dans des crises, des coups d'État militaires par-ci et puis des révolutions par là. Donc, la plupart des États africains avaient connu ce schéma, sauf la Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, tout ça, tous ces facteurs ou tous ces phénomènes se rassemblent. Puis, bon, on a des acteurs qui se retrouvent eux-mêmes, entre guillemets, pris au piège de cette situation, parce qu'il y a la succession à négocier, certes, mais il y a aussi le virage démocratique à savoir amorcer. Donc, il y a le multipartisme à apprendre, alors que jusque-là, bon, tout le monde a évolué dans un système de parti unique, etc. Donc, il y avait beaucoup de défis qui se sont entremêlés en même temps, et ça va prendre des proportions un peu plus exagérées, même si, comme il le dit si bien, après, il y a des ambitions personnelles, et puis il y a des jeux de politique qui sont tout à fait normaux. Mais justement, on parlait d'ambition personnelle, et je voudrais qu'on s'attarde aussi sur les trois acteurs clés de la vie politique nationale qui concentrent toute l'attention: Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Et pour certains, leur départ définitif de la scène politique ivoirienne mettrait fin aux crises politiques dans le pays, alors que pour d'autres, la réconciliation nationale peut être effective que si ces trois anciens présidents se réconcilient d'abord eux-mêmes. Qu'en pensez-vous, Aristide Kenda? Oui, Fatim, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que, comme disait Dr William, lors de la dernière émission qu'on a faite ensemble, l'autre émission Ailleurs dans le monde, Dr William disait que le fait que le président Macron propose le transfert générationnel, les gens vont récupérer,
Pourquoi je reviens là-dessus. C'est pour insister sur le fait que nous nous comportons par mimétisme. Nous nous comportons, même dans nos universités, c'est la perroquetisation, c'est-à-dire que c'est rempli de perroquets. Nous nous comportons comme les guenous dans le Serengeti. Vous savez, dans le Serengeti, à une période de l'année, quand un guenou avance, tous les autres avancent et il y en a qui meurent à court de route. Le véritable problème, c'est quoi, Fatim? Le véritable problème, c'est que lorsque on va au multipartisme, ceux qui sont devant ne se contentent pas de former les populations et les territoires. Parce qu'au plan local, le territoire n'est pas le même qu'au plan international. Parce que le champ politique est un champ de rivalité de pouvoir pour le contrôle des personnes et des territoires. Et ces territoires sont des territoires immatériels, mais des territoires politiques. Et ces hommes politiques ont fait la promotion de leur propre personne. Et ce qui a tué le champ politique, c'est le mensonge. Parce qu'on a vu comment on a construit un mensonge pour être incapable ensuite de gérer la question de l'altérité de l'autre. Et c'est ce qui a dressé les populations les unes contre les autres. Donc, pour quelles raisons, je veux des réponses précises, pour quelles raisons, selon vous, de dire à ces trois personnalités de cesser leur vie politique n'aura pas d'influence ou d'impact sur la réconciliation nationale? À mon avis, ces trois grandes personnalités sont à la base des crises. Donc elles doivent être là pour réconcilier les populations. C'est-à-dire qu'elles doivent se réconcilier d'abord elles-mêmes, s'asseoir autour d'une table? Ah oui. Et de mettre ça de manière publique? À notre avis, voilà ce qui se passe. Ces trois personnalités qui se connaissent bien, mais qui sont même peut-être amis en dehors de la scène politique, elles ont besoin de s'asseoir, de se parler et de s'écouter. Alors, ce qui s'est passé les fois où il y a eu les crises, c'est que les gens se parlent à travers la presse. Les médias interposés. À travers les réseaux sociaux. Et ils ne s'écoutent pas. Ils se parlent, mais ils ne s'écoutent pas. Donc, pour une fois, pour que la réconciliation puisse être véritable, il faut qu'elles acceptent de s'asseoir à une table, de se parler. Bon, là, il y a des rencontres, mais elles sont venues après les élections. Peut-être trop tard, on ne sait pas. Wakili Alafé, vous pensez que là aussi, leur implication ne... Moi, je ne sais pas. Leur retraite politique, tant qu'ils sont en vie, ils auront toujours de l'influence. Je ne sais pas. La retraite politique, en quoi ça consiste? À ne pas être candidat. On dit que l'âge va être encore peut-être changé. Ils ne pourront pas être candidats, mais tant qu'ils auront de l'influence, ils seront là. Ils peuvent impacter sur les choses en bien comme en mal. Il a dit, ils font partie du problème, ils peuvent éventuellement faire partie de la solution. Donc se réunir, c'est-à-dire... Ça peut prendre plusieurs formes. Nous n'avons pas besoin de se réunir, faire des réunions formelles. Peut-être dialoguer, il y a plusieurs voies de dialogue. Se parler. Et puis quand ils se parlent, effectivement, ils se rencontrent autrement. Moi, j'aime toujours revenir en arrière et puis donner des exemples. Il y a eu des moments où ils se sont réunis, ils ont été ensemble. Ils se sont même écoutés. Ils ont eu des accords, mais ça n'a pas empêché des crises par la suite. Donc, les gens souvent parlent comme si... il y a un ami qui dit, encore une fois, on a tout vu. On a tout vu. On a vu l'accord de Ouagadougou. On a vu des situations extraordinaires où un ancien chef rebelle qui a passé son temps à demander le départ d'un président élu a fini par faire la paix avec lui et a devenu son premier ministre. On a déjà vu des choses extraordinaires dans ce pays. Mais ça ne nous a pas mis à l'abri d'une crise qui a fait 3000 morts. Donc, je ne sais pas quel schéma les gens espèrent à nouveau aujourd'hui, mais demander la retraite politique de ces personnalités n'est pas la solution. Ça peut faire partie des solutions, mais je ne pense pas que ce soit vraiment la solution. D'autant plus qu'ils ont des lieutenants dont certains sont même plus virulents qu'eux. Si vous avez enlevé le président Bédié, que Guikaou est là, vous n'avez rien résolu. Si vous avez enlevé Alassane Ouattara, que Bitogo et Ahmed Bakayoko sont là avec leur énergie, leur dynamisme. Si vous avez enlevé le président Gbagbo, mais Odette Lourounion est là, Assou Adou est là, vous avez résolu quel problème? Et puis on a vu Afi, l'extraite ces derniers temps, on a vu ce qu'il est devenu
Dans la crise, on n'a pas besoin de Laurent Gbagbo pour faire mal à ce pays. On n'a pas besoin d'Alassane Ouattara pour faire mal à ce pays. On n'a pas besoin de Bédié pour faire mal à ce pays. Pour faire bien, peut-être on a besoin d'eux, mais d'autres aussi peuvent faire autant de mal qu'on peut leur reprocher. Juste ajouter, Fatim, qu'il a parfaitement raison, c'est ce qu'il disait. Même s'ils ne sont pas là les trois, la compétition continue. Le problème qu'on a eu encore, Fatim, c'est la société civile. Ils ont tout fait, les hommes politiques, pour étouffer la société civile. Et je suis heureux d'avoir Dr Essechi sur le plateau pour lui dire en face que je suis quand même désolé que cette société civile ne s'organise pas davantage à prendre sa place sur le champ politique. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est que si nous sommes tous d'accord qu'on doit toujours reconnaître la vérité, parce que c'est la vérité qui est la base de tout. Si nous sommes d'accord que si tel a tenu des propos qui incitent à la haine, nous nous levons tous pour dire non, on ne dit plus ça. Et c'est la société civile qui peut être le tampon entre les partis politiques. Oui. Et je crois que cette société civile a un rôle important à jouer. Et je suis heureux que M. Essechi soit sur ce plateau pour nous dire si demain, après-demain, ils vont remobiliser la société civile pour en faire, non pas des appendices des partis politiques, comme ça se passe dans d'autres pays, mais pour être véritablement une société civile debout et proactive. On va laisser Dr Fayet répondre, puisque vous l'avez interpellé directement. Et c'est l'occasion pour vous de nous dire ce que vous avez fait concrètement, parce que la société civile a entrepris des choses. Vous avez contacté tous les partis politiques du pays. Alors, quelle a été leur réponse? Oui, mais je pense que c'est véritablement le moment de faire savoir qu'est-ce que la société civile a fait. Vous voyez, la tension avait commencé à monter, le mercure, et on sentait que le thermomètre allait se briser. Donc, nous nous sommes organisés pour mener une mission de bons offices. Nous avons donc écrit aux partis politiques pour leur demander de nous recevoir. Parce que nous avons concocté une stratégie d'approche. Quand il y a deux personnes qui sont en crise, si vous voulez être le médiateur, vous ne devez pas être marqué, vous ne devez pas être partisan. Donc nous essayons d'être le plus neutre possible. Et donc nous avons écrit aux uns et aux autres. Nous avons commencé d'abord par rencontrer les guides religieux, parce que nous nous sommes dit, ceux-là reçoivent le message de la part de Dieu. Et si ceux-là se mettent d'accord pour parler aux politiciens, nous pensons qu'ils peuvent les écouter. Toutes les religions, j'imagine, confondues. Hein. Toutes les religions. D'accord. Et nous avons appris en les rencontrant qu'ils ont une alliance des guides religieux. Et ils ont même fait des déclarations avant les élections. Alors, nous leur avons écrit, et personne, nous avons signifié notre intention de venir vers eux et de permettre qu'il y ait un minimum de consensus avant le 31. Et donc, ils vous ont répondu quoi? Ils ne nous ont pas répondu, sauf, bien sûr, l'équipe de Afi Nguessa qui nous a reçus et avec qui nous avons échangé. Nous lui avons dit ce que je viens de vous dire et il était d'accord pour aller à ce processus. Qui n'a jamais vu le jour, visiblement, et bien oui, au contraire. Parce que toutes les autres chapelles n'ont pas daigné répondre. Voilà le problème. Mais justement, quelle est la part, vous accusez la société civile, mais quelle est la part de responsabilité des politiciens? Y a-t-il un véritable dialogue qui s'est installé dans ce pays? Je ne sais pas s'il y a un véritable dialogue, mais il y avait quelque chose d'intéressant dans l'autre question. C'est le deuxième scénario auquel personne n'a prêté attention. C'est est-ce que ce n'est pas utile que les trois se mettent autour d'une table pour discuter? Alors, j'ai bien entendu l'intervention de M. Alafé, mais je pense qu'il y a une chose. Nous sommes dans des sociétés où, en réalité,
nous avons en face des crises de l'élite politique. C'est l'élite politique, c'est des divergences entre les élites politiques qui se répercutent sur la société. Parce que la société fonctionne par identification. Donc, chacun essaie de se ranger dans le camp de celui qui, à peu près, aurait les mêmes caractéristiques sociologiques que lui, ou socio-identitaires. Donc, si, à un moment donné, les élites politiques décident de se mettre d'accord pour discuter, je pense que cela aura des répercussions sur la population. Alors, malheureusement, et puis c'est là où il a peut-être raison, c'est de dire qu'on l'a déjà vu ça. Mais je pense que tout est toujours une affaire d'opportunité et de temps. Le moment n'était peut-être pas le bon. Mais il faut, à mon avis, continuer à renouveler l'expérience parce que si ce que vous dites est vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire va continuer à hériter des situations de tension. Elle ne peut en finir. C'est-à-dire qu'ils vont partir, ils vont laisser en héritage des tensions sociopolitiques et puis leurs héritiers laisseront en héritage. Donc, je pense qu'on ne peut pas espérer que ce soit la seule voie. Donc, il y a lieu qu'ils fassent aussi l'effort de laisser en héritage la paix. Et je pense que c'est possible. C'est possible, il y aura toujours le moment idéal pour faire la paix. Je pense que le coordonnateur disait tout à l'heure qu'ils ont fait des démarches. Ce n'était sans doute pas le bon moment. Et il ne faut pas se... Mais quel est le bon moment? Avant les élections, ce n'est pas le bon moment. Pendant le scrutin, ce n'est pas le bon moment. Après, c'est un peu trop tard. Vous savez, quand les enjeux électoraux sont engagés, les hommes politiques ne sont plus dans une logique de discuter. C'est l'arène, c'est toute leur vie qui se joue dans les compétitions électorales. Donc, vous essayez de discuter pour obtenir quel résultat? C'est ça le problème, vous voulez quel résultat? Donc, la diplomatie à ce moment-là ne marche plus. Maintenant qu'il n'y a plus d'enjeu, que les élections sont passées, je pense qu'il ne faut pas attendre chaque fois que les élections approchent pour commencer à dire, bon, on va réconcilier. La réconciliation n'est pas une affaire d'élection, c'est un processus permanent. Alors, le dialogue a été lancé, mais n'est pas encore entré dans sa phase vraiment active. On a vu que les deux présidents, Bédié et Ouattara, se sont rencontrés, ont discuté. Sur quoi doit-il s'appuyer pour prospérer ce dialogue? Certains parlent, encore une fois, c'est un terme que vous n'appréciez pas, M. Alafé, au niveau des amnesties, certains disent qu'il faut libérer les prisonniers politiques, faire entrer les exilés politiques pour aller vers l'apaisement. Oui, ils veulent la paix comme on l'a toujours fait. Lui, il espère que ça va changer. Bon, je ne suis pas le décideur, je donne mon avis. Je pense que ce type de paix ne nous mettra pas à l'abri d'une nouvelle tension en 2025 ou même avant. Mais si des gens estiment que c'est ce qu'il faut, tant mieux qu'ils le fassent et qu'ils assument. Moi, mon point de vue est que c'est mauvais. Et j'attends des hommes politiques qu'ils exigent la justice pour toutes les parties et non une impunité pour une partie au motif que nous, on est opposition, il faut libérer les leaders de l'opposition, il faut arrêter les poursuites. Et en même temps, ils demandent la justice pour les auteurs d'autres types de violences. On ne peut rien bâtir avec. C'est-à-dire qu'on veut la justice pour ce qui s'est passé à Daoukro, pour ce qui s'est passé à Bonois, pour ce qui a pu se passer ailleurs. On veut la justice, on dit de retrouver les gens, et en même temps, on refuse la justice pour d'autres cas, en estimant d'emblée que les gens n'ont rien fait, il faut les libérer. J'attends de la classe politique qu'elle ait le même courage face aux événements dans des circonstances différentes, dans des lieux différents, en exigeant une justice équitable pour tous les événements liés à la crise. Mais justement, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est aussi un difficile équilibre, une difficile équation à résoudre, à savoir que l'État a le monopole de la violence et de la force légitime. Donc, quand il pose des actes, est-ce que l'État aussi peut se permettre qu'on remette en cause ou en question son intégrité, C'est ça aussi. Il peut donner des gages d'apaisement, mais est-ce qu'aussi ce n'est pas un risque de déstabilisation le concernant? Alors, l'État a ce qu'on appelle le droit de veto. L'État, c'est comme dit un ami qui est ambassadeur, il dit l'État, c'est une main de fer dans un gant de velours. Quand ça ne va pas, l'État presse. Alors, ce qu'il faut faire, Fatim, véritablement pour sortir et revivre ensemble, c'est de créer les conditions du consensus.
Il faut qu'on soit d'accord sur les principes du vivre ensemble. Et la base, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que quand c'est consensuel, c'est patrimonial, ça devient patrimonial. Et à partir de ce moment, on entre construit la nation. Vous avez vu en France, quand Jospin est tombé face à Le Pen, Jean-Marie Le Pen, et que Jean-Marie Le Pen est passé au deuxième tour avec je crois que c'était avec Chirac. Vous avez que toute la France, à cause du discours du parti du Front National, toute la France, même ceux qui ne voulaient pas, sont alignés derrière Chirac. C'est comme ça une nation se construit. C'est comme ça le consensus se crée. Parce que ceux qui ont le discours de haine, il faut pouvoir les combattre par tous les moyens. Il ne faut pas laisser prospérer le discours de haine. Après, il y a des morts et on vient dire qu'il faut libérer. Il faut aussi la justice. Vous avez vu, après 2010, 2011, la crise post-électorale, le président Ouattara a dit oui, il faut des amnisties, il faut des grâces, mais il faut d'abord la justice. Et parce que la vérité, la base de la justice, c'est la vérité. Et si on n'a pas de justice, c'est une société qui va à volo. On va faire le bilan de ces dernières élections du 31 octobre. Selon le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, le bilan global des troupes politiques s'établit à 85 morts et 484 blessés, 34 morts avant le scrutin, 20 le jour du vote et 31 après, et 225 personnes interpellées, 167 inculpés et 45 écroués. Déjà, messieurs, à votre avis, a-t-on évité le pire? Oui. Allez-y. Ah non, allez. Oui, je pense qu'on n'est pas encore sorti définitivement de la crise, mais pour l'instant, on peut dire qu'on a évité le pire par rapport à 2010, même si, comme je l'ai dit, on n'est pas au bout du tunnel, puisque l'on a un mandat de 5 ans, en principe. Donc, le dialogue vient de démarrer. Il y a une accalmie en ce moment. La situation s'est apaisée, mais personne ne peut dire pour combien de temps cet apaisement a lieu. Mais il faut dire merci aux uns et aux autres, aux forces de l'ordre, à la sagesse des acteurs politiques, malgré tout, qui ont pu comprendre qu'il fallait stopper un peu, il fallait arrêter pour ne pas aller plus loin. Et puis à tous les facilitateurs autour qui ont permis à ce qu'on arrive à la situation actuelle. Mais on peut dire qu'il faut rester vigilant. On vient de loin par rapport à 2010. 85, même un mort, c'est beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Même un seul. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On vient de loin. Les chiffres sont en deçà. Oui, mais on vient de loin. Comparaison n'est pas raison avec 2010, mais... Oui, mais on vient de loin. Sont de ces pertes humaines. Alors, moi, je voudrais contredire M. Alafé pour dire que quand on parle de justice, nous, à la société civile, nous y tenons. Mais ce que nous voulons savoir sur ce plateau, est-ce que tous ceux qui ont été coupables de violences, d'atrocités, sont actuellement derrière les barreaux? Parce que c'est ça aussi la justice. S'il y a eu une crise, il faut que tous les auteurs d'atrocités se trouvent derrière les barreaux pour payer ce qu'ils ont fait. C'est ça seulement que nous demandons. Voilà. Ce que tout le monde souhaite. Voilà. Ce que tout le monde demande. Mais si ce n'est pas possible que tous se retrouvent derrière les barreaux, ceux qui y sont déjà, il faut déjà les libérer pour que la paix puisse revenir. Ça aussi, c'est une notion très importante. Voilà. Revenons aux chiffres concernant l'élection récente. Alors, est-ce qu'on a évité le pire? Oui. Enfin, dans tous les cas, on est déjà dans le pire. Un seul mort, on est déjà dans le pire. Donc, je pense que éviter le pire aurait été d'éviter qu'il n'y ait pas du tout eu de situation de violence. Mais je pense quand même que, comme il a dit, il y a eu quand même de la retenue. Il y a eu beaucoup de retenue de part d'acteurs qui auraient pu davantage faire ou du moins faire exercer de la violence. Je pense qu'il y a eu de la retenue, mais c'est dommage qu'il y ait vraiment autant de morts. C'est regrettable. Alors parlons de la population justement. Comment comprendre que les populations prennent part à des crimes, à des délits dans le cadre d'une élection présidentielle?
Vous parlez souvent de l'instrumentalisation politique, mais est-ce que cela suffit à justifier ces actes commis et à expliquer ces phénomènes? L'instrumentalisation politique. On tourne autour. Moi, il n'y a pas d'autre explication. On va dire la haine, les discours de haine, tout. On va revenir après. Pour moi, la question, c'est l'absence de justice et c'est l'impunité qui fait que on est là, on coupe des arbres et on est fier, on est content et on filme. Et puis on envoie à Abidjan, on met sur les réseaux sociaux, voici des combattants, des guerriers, ça va tuer, ça va bloquer. On encourage, on estime que c'est normal parce qu'on est contre un troisième mandat, c'est normal. Et après, parce qu'on soutient une candidature, parce qu'on veut qu'il soit candidat, c'est normal aussi qu'on fasse des représailles, qu'on les bastonne, qu'on les tue et on filme. On s'en prévaut, on le revendique. Et puis on envoie ces vidéos-là. Parce qu'on attend d'être célébré. Parce qu'on se dit, on agit bien, il n'y a rien, il y a fouille. On ne nous fera rien, il y a l'impunité. C'est pour ça que ce genre de choses arrivent. Pour vous, on ne peut pas dire, puisque la justice ne se déploie pas à temps comme il faut, ceux qui ont fait ça là, quel que soit leur camp, les laisser, et puis on se retourne dans la situation antérieure comme s'il n'y avait rien. Mais attendez, est-ce que vous trouvez normal ce qui s'est passé en tranche? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et un gendarme, après, on le brûle et puis on l'enterre. Et puis après, on veut faire la justice, on dit on arrête des gens, de ceci ou cela. Mais la justice doit se faire et elle se fera. Tous ceux qui ont commis ces actes de façon directe et précise, il faut les retrouver. Et notre mobilisation, la prochaine marche, là, oui, devrait être pour qu'on retrouve à la société civile devant tous les gens de tous les camps qui ont fait ça et nous demander de libérer un groupe de gens parce qu'on n'a pas encore retrouvé d'autres. Moi, je suis prêt à faire cette marche, à être devant cette marche pour qu'il y ait la justice de part et d'autre, pour que demain, plus personne ne s'avise à commettre de tels actes. C'est d'ailleurs pour cela, on peut se plaindre de ce qui s'est passé en 2010 et 2011 et jusqu'à aujourd'hui 2020, mais on vient de loin, hein. 85 morts, c'est beaucoup. Il devait y avoir 0 mort. Mais on vient de loin. Parce que les gens pensaient qu'on aurait eu 3001 morts, qu'on aurait dépassé la bêtise de 2010-2011. Mais on en est loin, il faut le dire. Oui, un seul mort, c'est inacceptable. Un seul mort, ce n'est pas acceptable. Mais il y a des gens, dans leurs prévisions, qui pensaient qu'on aurait dépassé la bêtise de 2010-2011 et qu'on serait arrivé à 3001 morts. Ça aussi, il faut le dire. Ah oui. Des prophéties de mauvais augure. Oui, mais bien sûr, des gens croyaient que les Ivoiriens se seraient entretués. Mais si cela ne s'est pas fait, il faut le dire, c'est parce qu'il y a eu des précédents. Ailleurs, c'est parce qu'on a compris qu'on ne tue pas impunément. Et qu'on finit par rendre compte, on ne tue pas impunément. Mais est-ce qu'aussi... Il faut expliquer cela aux gens. Là, on parle de la population. Oui. Mais quelque part aussi, à la fois, elle répond à des discours de haine promptement. On ne sait pas pourquoi. On dit qu'elle est manipulée, instrumentalisée. Vous allez nous expliquer. Certains disent qu'il y a un manque d'éducation ou autre. Mais quelque part aussi, la population n'a pas joué complètement le jeu de certains politiciens pour ces élections-là. Oui, heureusement, c'est ce qui nous a fait éviter le pire. Voilà. Bien sûr. Donc, quelle est la perception que vous faites du rôle de la population pendant ces élections? Je pense que quand on parle de population, on essaie de mettre tout le monde dans le même bateau. Je ne crois pas que tous les Ivoiriens soient descendus dans la rue, que tout le monde soit auteur d'agression ou de violence, loin de là. Mais il faut se poser les bonnes questions. Comment se fait-il que des jeunes soient capables de mener de telles démarches? Ça veut dire qu'il y a aussi des défaillances au niveau de la société et qu'il faut corriger. Parce que comment se fait-il qu'un discours de haine peut trouver écho auprès d'un jeune? On sait que la foule ne réfléchit pas, d'accord, mais comment se fait-il qu'individuellement des jeunes peuvent sortir de leur maison et aller participer à ce genre de situation? Ça veut dire qu'il y a de l'éducation à faire, ça veut dire qu'il y a aussi du travail à trouver pour ces jeunes-là, parce que ce ne sont pas ceux qui travaillent qui sont allés à ces occasions-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux sur lesquels se grèvent tout cela. Mais je suis d'accord avec M. Alafé, seulement lui et moi, nous sommes tous conscients que c'est très difficile de mener cette justice dont il parle. Et si la garantie de cette justice était possible, je suis sûr que tout le monde l'aurait applaudi. C'est parce qu'on sait que
quelle que soit la bonne volonté des acteurs, il n'y aura jamais la possibilité de mettre tout le monde derrière les barreaux. Et c'est pourquoi, à un moment donné, on se dit, quelle est la meilleure démarche pour sortir de cette situation de crise? Est-ce qu'il faut continuer, même si la justice est de bonne foi, à continuer à mettre des gens derrière les barreaux sans que cela ne puisse réparer au sein de la société? Parce que c'est ça le problème. Normalement, lorsque les gens sont arrêtés, ça devrait créer une sorte de satisfaction dans la population. Donc, tant qu'on n'a pas atteint ça, ça veut dire qu'il y a d'autres solutions à rechercher. Fatim, je voulais juste dire que, parlant de l'instrumentalisation des populations, il faut dire que ceux qui manipulent souvent ignorent qu'ils sont manipulés pour manipuler. Et ça va aussi du fait que le niveau d'instruction et ainsi de suite. Et surtout que les gens sont attachés à leur leader politique. Ensuite, ce qu'on a pu constater, pourquoi est-ce qu'on a évité le pire? Je conviens que même un mort c'est trop, mais on pourrait aller plus loin. Mais seulement ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a optimisé le dialogue citoyen-force de l'ordre. Vous savez que la gendarmerie fait partie des forces de l'ordre. Et on a donc vu l'action du général de gendarmerie sur le terrain qui parlait aux populations. Ce que l'opposition attendait, c'était que le gouvernement ait une réaction brutale. Et le gouvernement a procédé par le dialogue, en optimisant le dialogue citoyen-force de l'ordre. Ça a beaucoup aidé et ça a donc permis, vous ne pouvez pas vous battre tout seul. Donc ça fait que de plus en plus, et on ne pouvait pas aussi vous fâcher sur 3, 4, 5 jours tout seul. Donc ça a apaisé les tensions. Donc ce qu'il faut faire au niveau des populations, et j'insiste là-dessus chaque fois que je passe sur les plateaux, c'est de former. C'est la formation, c'est l'éducation. Vous savez, la radicalisation, l'antidote de la radicalisation, c'est la culture, l'ouverture, la formation, l'éducation. Donc si vous avez des populations qui se replient sur elles-mêmes, qui se radicalisent, la seule chose, c'est de leur parler, de leur offrir les possibilités de s'épanouir intellectuellement. Alors, M. Fayet, en tant que représentant de la société civile, que faut-il faire pour éviter ces dérives? Parfois, même souvent inadmissibles, hein, en termes d'actes posés. Oui, bien sûr. À l'entame de l'émission, quand j'ai pris la parole, j'ai parlé d'amour. J'ai parlé d'amour. Si l'amour existe, ça je vais le prendre dans la Bible, où l'un des disciples de Jésus-Christ a fait l'apologie de l'amour. Si vous avez l'amour de quelqu'un, vous ne pourrez jamais lui faire de mal. Et c'est ça qu'il nous faut. Il faut réapprendre à aimer son semblable. Mais on peut se respecter sans s'aimer. Est-ce qu'on est obligé de s'aimer? On peut accepter l'autre tel qu'il est? La définition de l'amour inclut le respect de l'autre. Si vous aimez quelqu'un, vous le respectez. Vous comprenez? L'amour, c'est pas l'amour entre un homme et une femme. Quand je parle de l'amour, c'est le sentiment interne qui meut quelqu'un à aller vers son semblable et à vouloir lui faire du bien. C'est ça l'amour. Donc les Ivoiriens manquent d'amour? Non, ça manque. Hein. Ça manque. Il n'y a qu'à voir les actes qui sont exercés sur d'autres personnes. Hein? Ça, je ne vous le fais pas dire. C'est un aspect spirituel important. Mais j'aimerais, monsieur, avant la fin de cette émission, qu'on s'intéresse aussi à la presse. Du rôle de la presse avant, pendant les différentes crises que nous avons traversées. Je m'adresse d'abord au patron de presse. Ce n'est pas le procès de la presse, attention. Non, mais est-ce que la presse, et je veux dire même les médias, les journalistes, est-ce que nous sommes à la hauteur de ces enjeux lors des élections? Par les propos, les unes, les comportements, est-ce que nous sommes à la hauteur de l'enjeu démocratique de notre pays? Je pense que nous faisons ce que nous pouvons, nous sommes à la hauteur. Mais je vais donner 2 exemples pour montrer que la presse ne mérite pas de porter le chapeau de ce qui se fait. Voyez-vous, le stade Houphouët-Boigny, chacun le remplit. Quand il le remplit, il s'adresse à 50 000 personnes environ. Et pendant qu'il s'adresse à 50 000 personnes, ils ont des moyens de diffusion sur les réseaux sociaux qui échappent aux journalistes. Et
pendant 2 ou 3 heures de temps, ils peuvent atteindre 50 millions de personnes en Côte d'Ivoire et dans le monde, ou 100 millions pour distiller des messages. Pour, par exemple, un va venir, il va dire, tel a un comportement qui n'est pas suffisamment ivoirien et il n'est pas digne d'être ivoirien et il ira jusqu'au bout. Ça, c'est un acteur politique qui parle, la presse n'y est pour rien. Et quand il le dit, ça touche des millions de gens. La presse n'y est pour rien. Quand un autre il vient et puis il dit, bon, un coup KO, on va faire tant, il parle, et puis il y a des millions de gens qui voient, la presse n'y est pour rien. Donc, il ne faut pas chercher à incriminer la presse pour rien. Elle a sa part de responsabilité, oui, souvent. Quand après les politiques ont fini de parler, il y a certains médias qui relaient, qui sont dans la propagande, qui peuvent ne pas tenir compte de leurs responsabilités. Il y a des gens qui utilisent leur posture de journaliste pour se jouer des leaders d'opinion et qui peuvent relayer sous couvert de citoyenneté ou d'indépendance, qui peuvent faire de la propagande, relayer des discours des partis politiques de part et d'autre. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la presse. En 2010, 2011, ce n'était pas la presse. Il y a eu une élection. Il y a un camp qui dit il a gagné, l'autre camp qui dit il n'a pas gagné, et il y a eu un conflit. Mais on connaît le rôle de la presse dans les conflits, Rwanda, ailleurs. Mais c'est là-bas, il n'y a pas eu de rwandisation de la presse ici. Il n'y a pas eu de rwandisation, mais il y a eu des erreurs factuelles. Dans les procès, je ne sais pas combien de journalistes ont été interpellés, combien de procès de journalistes il y a eu. Quelques-uns sont allés en exil, ils sont revenus. Et puis après, la vie a continué. Et les mêmes qui hier, à qui des reproches ont été faits au nom de la liberté de la presse, ils ont continué à faire leur travail. Donc le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la presse. Même s'il y a des reproches à faire à la presse, qu'on aura l'occasion de soulever en temps opportun. Et la chance que nous avons, c'est que nous avons des organes de régulation et surtout un organe d'autorégulation qui a permis à la presse ivoirienne de vraiment s'affirmer positivement sur le plan national et international. Écoutez, messieurs, c'est la fin de cette émission. Je sais que chacun voulait dire un dernier mot, mais nous sommes pris par le temps. Merci infiniment de votre participation à chacun. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et aussi des autres et un peu d'amour, comme dit Dr Faye. Ça ne fera pas de mal. Beaucoup d'amour. Allez, soyons pas radins. Beaucoup d'amour. Prenez soin de vous et aussi des autres et restez sur RTI. Merci beaucoup.